Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 24 octobre 2023. Ici, Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons le Provigo de Ville-Marie changera de bannière dès le 30 juin. Une page se tourne pour la grotte de Ville-Marie. Raem pourrait vendre une partie de son complexe à Témiscamingue. Un recours collectif contre la fonderie Horn et le gouvernement du Québec. La nomination de Jean Boulet à titre de ministre responsable de la région. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. Le 30 juin prochain, le magasin Provigo de Ville-Marie deviendra la propriété de la compagnie Maxi, ce qui explique le changement de bannière pour devenir un magasin Maxi. Denis Nollet restera le propriétaire jusqu'au 29 juin. Les propriétaires des magasins Provigo convertis sont invités à rester en tant que salariés. M. Nollet n'a pas pris sa décision à cet égard. Le magasin entreprendra plusieurs rénovations majeures qui n'affecteront pas le service offert. Ce sera de même en ce qui concerne les employés en poste, car ils ont tous été invités à rester avec l'entreprise. La table de concertation vie citoyenne de Nédelec est fière de vous informer qu'elle tiendra sa première édition de la forêt hantée de Nédelec. Les enfants sont invités à sillonner le sentier pédestre pour y réaliser quelques défis et obtenir une surprise. Mais attention, il paraît que des créatures mystérieuses ont envahi le sentier depuis peu. Qui sera prêt à relever le défi? En collaboration avec la municipalité de Nédelec, les enfants seront invités à jumeler l'activité avec la traditionnelle cueillette de bonbons de l'Halloween dans les rues de la municipalité. Tous les citoyens du Témiscamingue sont invités à venir braver la forêt hantée de Nédelec le samedi 28 octobre de 18h à 20h30. Tel que recommandé, la Ville de Ville-Marie a procédé pour des raisons sécuritaires évidentes au démantèlement du lieu historique communément appelé La Grotte, situé dans le parc de La Grotte. Le maire Martin Lefebvre explique que les gens vont pouvoir continuer à aller dans les sentiers en haut de la montagne, mais on ne fera pas de reconstruction comme telle. Ce n'est pas notre priorité en ce moment parce qu'on a plusieurs projets sur la planche à dessin, tels que le parc et la rénovation du centre Gérard Caron. En 2020, la Ville de Ville-Marie acquiert le terrain complet auprès de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, qui n'avait plus les ressources humaines et financières pour l'entretenir. Rapidement, un comité citoyen est mis en place afin de travailler sur la mise en valeur de cet espace, que ce soit sur le plan historique, culturel ou plein air, grâce aux nombreux sentiers dont il dispose. En 2021, l'abandon du secteur de la grotte, hôtel et escalier, apparaissant comme un enjeu sécuritaire auprès des élus, la firme Englobe Corp est engagée pour une analyse. Le rapport remis fait état d'un état de dégradation avancé qui n'est pas compatible avec la restauration. En décembre 2022, le conseil municipal prend la décision de procéder au démantèlement de la grotte tel que recommandé. Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie, mentionne que ce n'est pas sans une pointe au cœur qu'il a fallu réaliser cette tâche d'enlever le béton effrité et tout ce que la grotte représentait au niveau patrimonial. À court terme, la Ville sécurisera les lieux et verra dans les prochaines années ce à quoi pourrait ressembler ce lieu emblématique dont plusieurs citoyens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pourront se souvenir. Pensons au pèlerinage diocésain annuel du mois d'août, aux spectacles religieux historiques, à des nombreuses visites touristiques, etc. Une page d'histoire se tourne et une nouvelle devra prendre place. M. Lefebvre ajoute que c'est un site incroyable et il faut que l'histoire perdure malgré le démantèlement de la grotte. Rappelons que la grotte avait été érigée en 1904
par les missionnaires des Oblats de Marie Immaculée en hommage à Notre-Dame de Lourdes. Le nouveau skatepark de Saint-Bruno-de-Guigues est maintenant fonctionnel. La population est invitée à aller profiter du site qui est situé derrière le terrain de baseball à côté du parc déjà existant. L'instigateur du projet est Émile Smith. Des démarches ont été entreprises avec Alain Bergeron d'Abitibi Skate pour les plans et les choix de modules. Le projet a pu se réaliser grâce à l'octroi de subventions par le gouvernement du Québec ainsi que par la MRC de Témiscamingue. La municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues a pu bénéficier du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du Fonds Région et Ruralité. Nathalie Côté, agente de développement par intérim pour la municipalité, affirme que c'est une belle place pour nos jeunes car à Guigues, il n'y avait vraiment pas d'endroit pour eux. Les commentaires sont positifs de la part des citoyens. L'inauguration officielle se fera au printemps prochain. La forestière québécoise Tembec, qui exploitait l'usine de Témiscamingue depuis 1963, a été achetée par RIAM en 2017 pour 1,1 milliard de dollars. L'entreprise forestière Rioneer Advanced Materials RIAM a retenu les services d'une firme spécialisée pour étudier la possibilité de vendre une partie de ses installations de Témiscamingue. Son mandat consiste à analyser une éventuelle vente des infrastructures liées à la production de carton et de pâte à haut rendement. L'entreprise en a fait l'annonce il y a quelques jours dans un communiqué. Pierre Gingras, maire de Témiscamingue, confirme que c'est inquiétant, surtout pour une ville comme nous, mono-industrielle. C'est important que l'usine fonctionne et il espère obtenir plus d'informations de la part de l'entreprise. M. Gingras se fait rassurant en ajoutant que le message n'est pas que l'usine ferme, mais plutôt que les propriétaires de l'industrie veulent voir si d'autres industries souhaitent acheter 2 des 3 usines. RIAM emploie 800 personnes à Témiscamingue. Les activités dans les secteurs du carton et de la pâte à haut rendement sont suspendues depuis le 7 octobre pour une période de 3 semaines en raison de la diminution de la demande. L'entreprise a déclaré une perte nette de 17 millions de dollars au dernier trimestre. Une campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté le 10 octobre 2023 pour tous. Les personnes visées par la campagne sont celles qui sont les plus à risque de développer des complications ou des maladies graves, notamment celles qui sont immunodéprimées, âgées, qui souffrent de maladies chroniques sévères ou qui n'ont jamais eu la COVID-19. Il est à noter que la vaccination est également recommandée aux personnes qui prodiguent des soins aux personnes les plus vulnérables en contribuant à prévenir la transmission des virus. Les personnes qui souhaitent réduire leur risque de contracter ces virus ou de les transmettre pourront aussi bénéficier de la campagne vaccinale. Soulignons que l'objectif est de rendre la vaccination encore plus accessible en administrant le vaccin contre la COVID-19 et la grippe lors d'un même rendez-vous. Le virus de la COVID-19 continue de se propager en Abitibi-Témiscamingue. L'influenza reste très faible, de même que les autres virus respiratoires. Protéger sa santé et celle de la communauté demeure une priorité. Nous pouvons contribuer en adoptant des gestes simples mais cruciaux. Surveillez vos symptômes. Si vous présentez de la fièvre ou des symptômes respiratoires, il est essentiel de rester à la maison. Lorsque vous avez des symptômes, limitez vos déplacements et évitez les contacts avec les personnes les plus vulnérables. Si vous devez sortir dans des lieux publics ou achalandés, veillez à porter un masque pour réduire le risque de transmission. Maintenez une hygiène rigoureuse. Le lavage fréquent des mains demeure l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la propagation des virus. Pensez également à appliquer des mesures d'hygiène dans vos environnements en nettoyant régulièrement les surfaces fréquemment touchées. Faites-vous vacciner. Si vous faites partie des groupes ciblés, assurez-vous de vous faire vacciner contre la grippe et la COVID-19.
La vaccination joue un rôle important dans la protection individuelle et collective, aidant à réduire la gravité des maladies et à éviter les hospitalisations. Des citoyens de Rouyn-Noranda tentent d'obtenir des dommages-intérêts de la fonderie Horn et du gouvernement du Québec pour leur avoir porté préjudice, révèle une demande d'action collective qui sera déposée en Cour supérieure lundi matin. Toute personne qui vit ou a vécu à Rouyn-Noranda depuis janvier 1991 pourrait réclamer jusqu'à 528 000 $. Les demandeurs sont défendus par le cabinet d'avocats Siskines Demul qui a remporté le recours collectif contre le mouvement Desjardins à la suite du vol de données. Les 3 avocats qui défendent les citoyens de Rouyn-Noranda dans ce dossier ne tenteront pas d'établir un rapport entre les émissions polluantes de la fonderie Horn et les maladies, car c'est extrêmement difficile, hors de tout doute, mais miseront plutôt sur la crainte que les citoyens ont d'être malades, le stress occasionné et les troubles de voisinage. Selon Karim Diallo, avocat des demandeurs du recours collectif, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'atteinte physique, corporelle, qu'il n'y a pas de dommages. Il y a un préjudice moral, il y a une atteinte à leur bien-être et à leur sécurité. Et ça, ce sont des droits qui sont protégés par les chartes. La Cour supérieure doit, dans un premier temps, autoriser la demande d'exercer une action collective. Si c'est le cas, un juge tranchera ensuite le bien-fondé du recours et déterminera les dommages-intérêts que les personnes admissibles peuvent réclamer. Si le recours est autorisé, toute personne résidant ou ayant résidé à un moment ou à un autre à Rouyn-Noranda depuis 1991 sera automatiquement inscrite, à moins de demander d'en être retirée. Une simple preuve de résidence suffira à réclamer l'argent s'il y a lieu. Un résident du quartier Notre-Dame peut potentiellement réclamer un maximum de 528 000 $ et un résident du reste de la ville 322 500 $. Pourquoi remonter à 1991 et pas avant? Parce que l'information et les données les plus solides que nous avons, c'est le rapport de la santé publique qui nous dit que les personnes qui ont habité là à partir de 1991 sont à risque. Selon la demande d'action collective, les membres du groupe ont été exposés à leur insu depuis plusieurs décennies et le sont toujours à ce jour à un cocktail de contaminants toxiques et cancérigènes émanant de la fonderie Horn, beaucoup plus important que les autorités gouvernementales et la compagnie ne le laissaient croire. Le recours allègue que la fonderie Horn a commis et commet toujours une faute en agissant de façon insouciante, imprudente et négligente au détriment de la santé et de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda et au détriment de la qualité de l'environnement. Les demandeurs reprochent au gouvernement du Québec de ne pas les avoir informés adéquatement et en temps opportun sur l'étendue de la contamination à laquelle ils étaient exposés afin qu'ils puissent réagir à la menace. En 2022, des données de santé publique démontrent que la population de Rouyn-Noranda a une espérance de vie jusqu'à 6,6 ans de moins que la moyenne québécoise, une plus forte proportion de bébés de faible poids, une plus forte prévalence de cancer du poumon et de maladies pulmonaires que dans le reste du Québec. Certaines de ces données étaient connues depuis plusieurs années. Près de 15 000 travailleurs du secteur public de l'Abitibi-Témiscamingue pourraient se retrouver en grève dans les prochaines semaines. Les membres du Front commun, composé de la CSN, de la FTQ, de l'APTS et du syndicat de l'enseignement de la Gémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, ont voté à 93 % pour un mandat de grève. Le gouvernement Legault et les syndicats sont en négociation depuis plusieurs mois. Le contrat de travail des travailleurs de l'État est issu depuis le 31 mars dernier. Les syndicats soulignent que les offres gouvernementales totalisent des augmentations salariales de 9 % sur 5 ans, alors que le gouvernement Legault affirme qu'il offre 13 % sur 5 ans. Une grève semble évidente.
Personne ne souhaite se rendre là. Il n'y a aucun travailleur qui se dit qu'il a hâte d'être en grève. Les syndicats ont affiché leurs couleurs aux quatre coins de la région mercredi matin en installant des pancartes et des banderoles indiquant qu'ils seront en grève bientôt pour les services publics. Cindy Lefebvre, présidente du syndicat de l'enseignement de la Jémésie de l'Abitibi-Témiscamingue, souligne que les gens dans le réseau sont à bout de souffle, les conditions d'exercice sont de plus en plus difficiles. Non seulement il n'y a plus de relève, mais les gens qui sont dans le réseau quittent aussi. Félix-Antoine Lafleur, président de la CSN pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, ajoute qu'il y a de plus en plus de membres qui font appel à des banques alimentaires. Des personnes dans nos réseaux qui prennent soin de nos patients, mais qui, à la fin de la journée, doivent aller dans des banques alimentaires parce que leur salaire ne suffit plus. Si on perd ces personnes-là au profit du privé, ce sont nos réseaux qui vont s'effondrer. Il faut comprendre qu'en ce moment, l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas reconnue comme une région éloignée, sauf pour les médecins et le personnel des agences de placement. Nos membres trouvent cette injustice inacceptable et sont prêts à se mobiliser pour avoir gain de cause, indique Jean-Sébastien Blais, président de la FIC-CISAT. On espère que la direction du CISAT prend aussi le temps de faire des représentations auprès des ministres Christian Dubé et Sonia Lebel, parce qu'en ce moment, il n'y a rien d'intéressant pour notre région dans l'offre du gouvernement. La FIC-CISAT représente 1500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Abitibi-Témiscamingue. La Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral s'est tenue du 15 au 21 octobre. Francine Chalifou, directrice générale de l'organisme Le Pilier, indique que notre clientèle à nous est souvent inapte à retourner au travail et inapte à retourner sur les bancs scolaires. Elle décrit le traumatisme crânio-cérébral comme étant le résultat d'un choc à la tête suffisamment important pour endommager la boîte crânienne, mais également le cerveau. Les répercussions peuvent être ressenties sur plusieurs plans: physique, cognitif, affectif, familial, social, scolaire et professionnel. L'an passé, l'organisme Le Pilier, Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue, a été en contact avec 335 personnes victimes de cas traumatisme. Madame Chalifou confirme que ça fluctue énormément au niveau du moral parce qu'ils se rappellent très bien qui ils étaient auparavant et là, maintenant, les capacités avec lesquelles ils doivent vivre ont diminué. La directrice générale souligne que les chutes sont les premières causes, notamment pour les personnes âgées, en plus des accidents de la route, de travail et de sport. Le Pilier emploie 7 personnes dans différents points de service de la région. Au Témiscamingue, c'est une dizaine de personnes qui profitent des services du Pilier. Grâce à l'organisme, ils bénéficient d'une foule de services. On pense entre autres à l'accompagnement des ateliers de discussion pour, par exemple, améliorer leur confiance en eux et briser l'isolement ou encore aux activités socio-culturelles et sportives. Un service de répit et de soutien aux familles et aux proches des personnes est aussi offert par le Pilier. Vendredi dernier a eu lieu l'inauguration du nouveau bureau à Ville-Marie, situé au Centre Amitié Témis. Le fait d'avoir un bureau, ça va nous permettre d'être plus stable et d'avoir une place qui est vraiment pour les membres du Pilier. L'aéroport de Val-d'Or s'appuie sur des entreprises locales pour son tout nouveau service de restauration. Louise Beaulieu, directrice générale de l'aéroport de Val-d'Or, explique que c'est l'aéroport lui-même qui a repris la concession du restaurant existant après le départ du groupe de gestion ADC. De l'autre côté de la 117, l'aéroport de Rouyn-Noranda se retrouve sans service de restauration. En mars dernier, on annonçait la venue de services de traiteurs dans la nouvelle aérogare. 6 mois plus tard, c'est la fin pour le traiteur Goutte d'Orange. C'est présentement un service de machine distributrice payable en argent comptant qui est offert aux voyageurs.
Étienne Lambert, le président de Proper, souhaite le retour rapide et à long terme d'un restaurateur dans la nouvelle aérogare qui a coûté plus de 40 millions de dollars à la ville de Rouyn-Noranda. À cet effet, la municipalité explique par courriel que des démarches sont en cours et qu'ils ont bon espoir que des services répondant aux besoins de la population pourraient être offerts sous peu. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a inauguré vendredi ses premières résidences étudiantes à Amos. En tout, 42 chambres ont été aménagées avec des aires communes dans l'ancienne résidence des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, située à côté du campus d'Amos. On y retrouve des bachelors avec 2 ou 3 chambres, ainsi qu'un groupe de 6 chambres avec cuisine. Le sous-sol offre la possibilité d'ajouter des chambres. Il y a des sommes à l'intérieur du financement pour finir des rénovations qui restent à faire. On parle d'un investissement de près de 5 millions de dollars, dont 3,7 millions qui viennent directement de subventions du ministère de l'Enseignement supérieur. Les nouvelles résidences permettent d'accueillir, par exemple, des élèves de l'extérieur inscrits en technique d'intervention en criminologie et en technique de pharmacie, 2 programmes exclusifs au campus d'Amos dans la région. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue peut aussi y recevoir des étudiants étrangers. En ce moment, les cégepiens occupent 80 des chambres et les étudiants de l'UQAT 20 Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, affirme qu'on veut accueillir des étudiants de partout en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du Québec et de l'étranger. Ces gens-là doivent avoir une place à proximité pour se loger. Ça va leur permettre de ne pas avoir le souci de se trouver un appartement, considérant les taux d'inoccupation qu'on a présentement en Abitibi-Témiscamingue. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, ces résidences sont une façon pour son gouvernement de soutenir l'accessibilité aux études collégiales et universitaires en région. Elle ajoute qu'on est très conscient des préoccupations et des défis de la région. Linda Perron-Beauchemin, présidente de la Corporation de l'enseignement et de la formation d'Amos, région, souligne que c'est un besoin essentiel. C'est compliqué depuis quelques années de trouver de l'hébergement pour nos étudiants. Ça nous empêchait même d'en recruter davantage. Elle désire également saluer la collaboration qu'il y a eu dans ce projet entre le Cégep et l'UQAT. Les opérations de traitement du bois brûlé causent des maux de tête aux dirigeants de produits forestiers résolus qui ont dû réduire leur activité à la scierie Comtois de Lebel-sur-Quévillon. Depuis le 2 octobre, l'entreprise a coupé l'une des 2 équipes à cette usine, ce qui a entraîné la mise à pied de 20 employés. La direction de Résolu assure que cette décision se veut temporaire. Selon Louis Bouchard, vice-président des affaires publiques de produits forestiers résolus au Québec, le coût de la fibre et la faiblesse du marché du bois d'œuvre ont amené l'entreprise à prendre cette décision. Il ajoute que les opérations avec le bois brûlé sont pas mal différentes de ce à quoi nous avons été habitués. C'est la logistique plus lourde qui affecte la productivité. Couplé au marché très mou du bois d'œuvre, ces facteurs font en sorte que ce n'est pas rentable d'exploiter cette usine à 2 équipes. D'après M. Bouchard, des mesures ont été prises pour conserver un lien avec les employés affectés. Certains ont déjà décidé d'être déplacés temporairement à la scierie de Sainte-Terre. D'autres pourraient se rendre à Bécomo. Le porte-parole ajoute qu'on n'est pas en mesure de donner une perspective de retour à la normale, mais on regarde tous les scénarios afin de réduire les impacts pour les employés et leurs familles. C'est un secteur qui a été particulièrement affecté par les sinistres de cet été et on espère que ça va demeurer temporaire. On continue de réévaluer la situation du marché. Toutes les scieries du Québec et de l'Amérique du Nord en souffrent. On n'est pas où on était à la fin de 2021. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon, a encaissé avec déception la décision de Résolu. Il ajoute qu'on n'avait pas besoin de ça, même si on nous dit que c'est temporaire.
Il comprend que l'entreprise n'est pas là pour perdre de l'argent, mais c'est un peu le monde à l'envers. On a du bois à proximité et en grande quantité. En plus de voir ce bois mourir, les familles ne peuvent pas travailler pour le traiter parce que ça coûte trop cher. Quelques-uns des employés touchés par les coupes sont des nouveaux arrivants à Lebel-sur-Quévillon, recrutés à l'international. M. Lafrenière espère que ce coup dur n'entraînera pas de départ permanent. Il ajoute qu'on veut toujours que nos gens restent. La municipalité a beaucoup travaillé avec Résolu pour attirer des gens et les retenir et ça a bien fonctionné. Maintenant, on leur dit quoi? M. Lafrenière ajoute qu'il ne connaît pas assez le marché pour dire que ça va se replacer cet hiver ou l'été prochain. On ne peut pas leur faire croire n'importe quoi. On ne le sait pas. Les gens sont inquiets. Le Centre technologique des résidus industriels s'intéresse à la valorisation des boues de fosse septiques. Ce dernier veut mesurer les émissions globales des gaz à effet de serre issus des boues septiques en Abitibi-Témiscamingue. Il compte le faire depuis les résidences en passant par le transport au site de dépôt situé à Val-d'Or jusqu'à la valorisation ultime. Stéphane Gaussiran, ingénieur forestier et coordonnateur du projet, explique que l'étude va permettre de développer un modèle d'intervention éco-responsable pour la gestion des boues de fosses septiques. L'objectif est de trouver un moyen de réduire les gaz à effet de serre des boues septiques et de produire du compost de qualité à faible empreinte carbone à grande échelle. Le responsable indique qu'on veut évaluer les impacts du processus de la cueillette jusqu'à la transformation. M. Gaussiran ajoute qu'on a un déchet qu'on peut mettre en valeur sous forme de compost. Il y a quelques endroits au Québec qui ont commencé, donc nous, on veut trouver un processus qui aurait le moins d'impact possible sur la production de GES. L'ingénieur forestier rappelle que les besoins sont grands dans la région. Il énumère qu'en faire un produit qu'on pourrait utiliser dépendant de la qualité du compost à des fins agricoles. La restauration, on a des sites à restaurer comme les sites miniers orphelins et même en milieu forestier où on pourrait restaurer les gravières abandonnées. Le CTRI travaille en collaboration avec les municipalités pour évaluer le nombre de fosses septiques sur le territoire et la quantité de déchets produits. On a fait appel à chacune des MRC et chacune des municipalités. L'ingénieur explique que parmi les solutions possibles, c'est l'implantation d'un ou de plusieurs sites de dépôt en région et pourquoi pas une usine pour transformer les boues en compost. C'est d'implanter un futur site de disposition pour Rouyn-Noranda, mais il ajoute que, selon lui, ce n'est pas juste pour Rouyn-Noranda. Ça pourrait être pour la région complète parce que c'est sûr qu'il y a des coûts rattachés à l'implantation d'un site. D'ailleurs, le CTRI traite de petites quantités de boue en laboratoire pour en produire un compost qui pourrait servir. On a commencé le processus à l'échelle pilote. La première année, c'était plutôt à l'échelle de la petite quantité, des chaudières de 5 gallons. Là, on a reçu un camion complet de boue de 10 000 litres. On est en train de peaufiner les étapes pour le rendre en compost et ce n'est pas simple, explique le responsable qui invite les municipalités à s'impliquer pour aller loin dans le projet. Il ajoute que si cette expérience s'avère positive, alors on pourra produire à plus grande échelle, prendre ces boues puis les transformer en un produit positif, du compost qui pourrait avoir de multiples usages. Le centre travaille en collaboration, entre autres, l'organisme de bassin versant du Témiscamingue pour réaliser le projet. Des intervenants auprès de personnes en situation précaire en Abitibi-Témiscamingue remarquent un changement dans la clientèle. Des étudiants et des aînés se tournent vers les organismes pour avoir accès à de l'aide alimentaire. D'autres se retrouvent face aux rénovictions et à la hausse du prix des logements. Stéphane Grenier, président de la Piole de Val-d'Or et enseignant en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, se désole de voir des étudiants étrangers ou venant d'une autre région de la province devoir se trouver un travail à temps plein pendant leur étude pour parvenir à payer les frais de scolarité et subvenir à leurs besoins.
Marie-Ève Giroux, porte-parole de la Maison du Soleil Levant à Rouyn-Noranda, ajoute voir aussi des aînés cogner à la porte de la Maison du Soleil Levant. Elle mentionne que la Maison du Soleil Levant peut les aider et les orienter vers les bons services. M. Grenier ajoute qu'on constate également une dégradation de la santé physique des personnes dans la rue, mais aussi une augmentation de l'âge des personnes qui sont dans la rue. Parmi les causes, il souligne les rénovictions, une pratique qui consiste à expulser des locataires pour faire des rénovations dans des logements. Les propriétaires ne veulent plus louer des logements à 325 $ à 650 $ par mois. Ils désirent les louer à 1 200, 1 300, 1 400, voire 2 000 $ par mois. Mme Giroux souligne la nécessité d'augmenter les services en santé mentale et M. Grenier espère que des investissements seront bientôt annoncés pour des logements sociaux. Stéphane Grenier affirme que ce n'est pas normal que des étudiants aient besoin d'aide alimentaire pour suivre leurs cours. Ce n'est pas normal que des personnes démunies soient obligées de se priver de nourriture en 2023 parce que le logement coûte trop cher. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté s'est tenue le 17 octobre dernier et la Nuit des sans-abri s'est tenue le 20 octobre dernier. Des activités ont été organisées à Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Le marché automobile reprend tranquillement sa vitesse de croisière. Les intervenants, tant du milieu des voitures neuves que d'occasion, Christian Dupuis, directeur adjoint aux ventes chez Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rouyn-Noranda Limité, et Frédéric Briand, propriétaire associé chez H. Grégoire d'Amos, sont optimistes pour la suite. Si l'approvisionnement va bon train, ce sont les taux d'intérêt qui demeurent un frein. Il encourage les consommateurs à faire un virage du côté de l'achat plutôt que de la location. Selon les concessionnaires, les niveaux de livraison et de production pré-pandémique sont terminés. Les habitudes des consommateurs ont également changé. Pour les intervenants, il est clair que les gens n'ont plus la même approche en ce qui a trait à la gestion de leur voiture. Les élus de l'Abitibi-Témiscamingue accueillent la nomination de Jean Boulet à titre de ministre responsable de la région avec un sentiment partagé. S'il espère que Jean Boulet aura plus de temps à accorder à l'Abitibi-Témiscamingue que son prédécesseur Mathieu Lacombe, les maires et les préfets auraient quand même souhaité qu'un des 3 députés de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, fasse son entrée au Conseil des ministres. À la base, il n'y a pas de nouveau ministre nommé. Sébastien Dastou, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, explique que c'est un remaniement de fonction, donc il ne s'attendait pas à avoir un ministre issu de notre députation. Il maintient toutefois son désir de voir un ministre régional issu de la région lors d'un éventuel remaniement. M. Dastou ajoute que c'est sûr que M. Boulet, c'est quelqu'un qui vient souvent en Abitibi-Témiscamingue et connaît très bien le nord du Québec. Il espère que M. Boulet sait dans quoi il s'embarque et qu'il va être présent. Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée de l'Or, affirme qu'on est surpris, on est déçu. On n'a pas changé d'opinion depuis 1 an. C'est inconcevable qu'on n'ait pas un de nos députés régionaux qui sont élus sous la bannière du parti au pouvoir, qui soit ministre responsable de notre région. De son côté, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, souligne pour la région, vous le savez, la demande est faite d'avoir un ministre lorsqu'il y aura un remaniement ministériel. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, affirme que ce n'est pas le ministre régional qui effectue le travail dans le comté. Le ministre régional est là en appui. Pour avoir déjà travaillé avec M. Jean Boulet dans le passé et pour confirmer qu'il a fait un excellent travail pendant la période des feux de forêt, M. Bernard n'a aucun doute que M. Boulet sera présent pour la population témiscabitibienne. En 2022, l'Abitibi-Témiscamingue comptait 31 864 aînés âgés de 65 ans et plus, soit 21 % de la population, une hausse de 6 % en 10 ans. Selon un récent portrait réalisé par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, cette catégorie de la population sera encore plus nombreuse d'ici les 20 prochaines années
et atteindra le nombre de 40 200 en 2041. L'Institut de la statistique du Québec estime que les aînés de la région devraient représenter 27 % de la population totale en 2041. Les personnes âgées de 65 à 74 ans représentent plus de la moitié des aînés. Les femmes aussi sont actuellement plus nombreuses que les hommes, un taux qui diminue au fil des ans. Le revenu annuel moyen total de la population aînée de la région est de 36 200 $, en dessous de la moyenne provinciale qui est de 40 960 $. Les femmes aînées touchent 70 % du revenu total des hommes, des chiffres qui inquiètent le président de la table régionale de concertation des personnes aînées, Ghislain Bergeron. On parle d'environ 30 % qui vivent quand même difficilement avec un revenu qui n'est pas tellement élevé. Ce sont surtout les femmes lorsqu'elles sont veuves ou seules. Aussi, le revenu a une incidence sur le logement. Les personnes âgées veulent rester dans leur propre résidence. Aussi, rester dans leur propre résidence, ça prend des moyens de transport et ce n'est pas toujours facile dans un milieu rural pour accéder aux services de santé. Pour le logement, avec l'augmentation des loyers dans la région, il y a plusieurs personnes âgées qui ne peuvent même pas déménager pour améliorer leur situation. Ghislain Bergeron ajoute qu'il regrette aussi les longs délais d'attente pour une place en CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées. On ne favorise pas l'amélioration des conditions de vie des aînés. M. Bergeron affirme qu'il n'est pas surpris par les chiffres qui lui ont été présentés. Ce n'est pas tellement facile quand on se retrouve seul ou même en couple de 65 ans et plus ou encore 80 ans et plus. Le portrait ne démontre pas une vie idéale pour les 65 ans et plus avec des chiffres pas mal précis. Avec l'augmentation attendue de cette catégorie de la population, le responsable s'attend à ce que les autorités améliorent les services offerts. D'ailleurs, insiste Ghislain Bergeron, l'objectif du portrait est de mieux comprendre les problèmes et de trouver des pistes de solutions pour aider les personnes âgées à mieux vivre en région. Grâce à ce portrait, l'organisme va pouvoir faire des démarches auprès des autorités compétentes en les invitant à agir. Un avis a été envoyé à la ministre Sonia Bélanger, la responsable des aînés, pour l'informer de la situation. On va aussi informer nos députés de la région et aussi rencontrer ou voir avec les préfets de MRC ce qu'ils entendent faire pour améliorer les services aux aînés. Le dossier de la zone tampon à Rouyn-Noranda soulève des réactions jusqu'à Québec. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, explique que des séances d'information auront lieu à la mi-novembre, tandis que l'opposition reproche au gouvernement de se traîner les pieds. La mairesse Diane Dallaire aimerait que le gouvernement partage son sentiment d'urgence dans ce dossier. La future zone tampon prévoit la relocalisation de 200 ménages du Vieux-Noranda afin de les éloigner de la fonderie Horn qui est située à proximité. Ce projet de zone tampon a été annoncé en mars dernier par le gouvernement du Québec au moment où la compagnie Glencore, propriétaire de la fonderie Horn, se voyait accorder une nouvelle autorisation ministérielle pour diminuer la pollution émise par l'usine. Par courriel, la ministre André Laforêt signale qu'une proposition d'entente pour le transfert des sommes sera transmise très prochainement à la Ville pour commentaire. 2 séances d'information auront également lieu à la mi-novembre pour les propriétaires et locataires concernés. Dans sa réponse écrite, Mme Laforêt ajoute que le bien-être de la population est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi les équipes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont rencontré de manière individuelle plus de 80 % des locataires et des propriétaires concernés par la zone tampon depuis le mois d'avril. Daniel Bernard, le député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, souhaite lui aussi que les résidents relocalisés soient indemnisés convenablement. Mais il ne croit pas que le gouvernement tarde à agir. Il impute les délais au travail de collecte d'informations et de collecte de données menés par les équipes du ministère et auxquels 80 % des résidents de la zone concernée auraient participé. M. Bernard mentionne qu'on a décidé d'aller de l'avant
et de ne pas attendre le seuil de 100 % de réponse, car les délais auraient été encore plus loin. Ces données vont servir à présenter un plan de compensation aux locataires et aux propriétaires. À qui la facture? Les critiques sont dirigées vers Québec, tant du côté du Parti québécois, du Parti libéral que de Québec solidaire. Joël Arsenault, porte-parole du PQ en matière d'environnement et d'affaires municipales, ne demande pas seulement à Québec de déployer des équipes de façon permanente dans le quartier du Vieux-Noranda, mais aussi à la multinationale Glencore d'offrir davantage de compensations pécuniaires. Selon lui, le gouvernement aurait dû refiler la totalité de la facture à la compagnie. Le gouvernement a décidé d'injecter dans le projet de création d'une zone tampon une somme de 58 millions de dollars. Mais M. Arsenault croit que tout le monde s'entend pour dire que cela va coûter bien plus. Il affirme que ce n'est pas normal que ce soit les contribuables de l'ensemble du Québec qui aient à payer pour une décision gouvernementale qui permettra à une fonderie de continuer d'opérer en ne respectant pas les règles environnementales de base. Le projet de zone tampon prévoit le rachat de 82 immeubles par Glencore au terme de négociations de gré à gré. La valeur marchande des immeubles devrait être établie par un inspecteur mandaté par l'entreprise. Madame Virginie Dufour, porte-parole du Parti libéral du Québec en affaires municipales, fait valoir qu'il faut s'assurer que les sommes seront suffisantes, mais surtout, il faut aider la municipalité dès maintenant car elle a déjà des dépenses d'engager. Créer de nouvelles rues, un quartier, amener des infrastructures municipales, ça coûte cher. Des gens vont devoir casser leur hypothèque sur Lintel. Ils devront obtenir une nouvelle hypothèque à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Mme Dufour cite aussi l'enjeu des impôts que devront payer les propriétaires d'immeubles à revenus sur leurs gains en capitaux, alors que certains devront vraisemblablement acheter ou construire de nouveaux immeubles locatifs. Alexandra Zaga Mendez, députée solidaire, demande à Québec de consulter les citoyens, mais prévoit également que l'argent des contribuables a des limites. Le fardeau financier doit reposer sur la fonderie Horn, qui est d'abord et avant tout l'entreprise responsable des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda. Elle affirme que c'est clair, s'il faut aller chercher plus d'argent, ça devrait être des poches de la fonderie Horn. Plusieurs intervenants du domaine minier étaient conviés par le groupe de mines Innovation, Solutions et Applications. L'entraide et le partage étaient au programme afin de stimuler l'entrée dans l'ère numérique de l'industrie minière québécoise, mentionne François Vézina, le président du conseil d'administration du MISA. Véhicules autonomes, algorithmes, téléopération, c'est la mine du futur qui est mise de l'avant. Un futur proche d'ailleurs, puisque les experts estiment qu'une mine pourrait être gérée entièrement en surface dès 2030. Les organisateurs de la conférence, dont Sonny Mélenchon, porte-parole d'Eldorado Gold, Québec, prônent d'ailleurs la découvrabilité des expertises locales. Les intervenants se disent conscients que l'automatisation des mines va changer profondément le milieu. Il s'agit donc pour eux de suivre les tendances afin d'avoir un coup d'avance et de demeurer des leaders mondiaux en la matière. De grands changements sont à prévoir et la nature du travail des opérateurs va être appelée à changer plus tôt que tard. Alors que le manque d'enseignants est encore criant dans les écoles du Québec, c'est maintenant au tour des directeurs d'établissements scolaires de faire face à une pénurie, selon la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Une situation qui s'explique entre autres par le manque de valorisation de la profession, comme l'explique Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Il y a 2 ans, le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois s'est retroussé les manches afin de prévenir cette pénurie. Depuis l'implantation de son programme, tous les postes de direction ont été comblés. La Semaine québécoise des directions d'établissements scolaires s'est tenue la semaine dernière. Elle vise à souligner le travail des directeurs et directeurs adjoints tout en valorisant la profession.
La Société canadienne du cancer atteste que le cancer du sein est la deuxième principale cause de décès chez les femmes du pays. Le cancer du sein peut également apparaître chez les hommes. Selon la Société canadienne du cancer, on estime que 27 900 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année. Oui, c'est un cancer qui se guérit bien, mais c'est encore une femme sur 34 qui meurt d'un cancer du sein au Québec chaque année. C'est beaucoup trop. À l'occasion du mois de la sensibilisation du cancer du sein, la Fondation a partagé une vidéo percutante dans laquelle on illustre l'entièreté et la diversité des parcours vécus par les femmes qui font face à ce cancer. La Fondation du cancer du sein du Québec offre une variété de programmes indispensables qui éclairent le chemin des personnes touchées par la maladie. Malheureusement, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais sont les deux régions où les délais pour les mammographies sont les plus longs. Ça va de 9 semaines à plus de 30 semaines. Dans un monde idéal, les délais d'attente sont d'1 à 3 semaines maximales. On a effectivement besoin de travailler l'accessibilité aux mammographies. Pour conclure le tout, les gens sont invités à visionner la vidéo de sensibilisation de la FTCSQ sur YouTube. Portée sans relâche, la cause du Bloc québécois et des députés de la région Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire visant à assurer un traitement juste et équitable pour les aînés admissibles à la pension de la vieillesse a franchi une étape cruciale alors que le projet de loi C-19 déposé par la députée de Shedford, Andréane Larouche, a raillé l'appui d'une majorité de députés. Les difficultés vécues par les retraités et les aînés par ceux et celles qui ont bâti la société dont nous bénéficions aujourd'hui sont intolérables et il est de notre devoir à tous d'y remédier. Il s'agit d'une cause qui doit s'élever au-delà de toute partisanerie, comme l'ont bien compris une majorité de députés fédéraux qui ont appuyé notre projet de loi. Il est malheureux que les libéraux n'aient pas démontré la même compassion à l'égard des aînés qui ont besoin d'aide pour surmonter la crise inflationniste. Nous entendons continuer à les talonner sur cet enjeu, car pour les Québécois, le respect des aînés est une valeur fondamentale. C'est ensemble que nous devons assumer nos responsabilités à l'égard des aînés et que nous devons poursuivre le travail jusqu'à l'aboutissement de ce projet de loi, a affirmé Sylvie Bérubé. La prochaine étape du projet de loi sera son étude en comité parlementaire avant de revenir devant la Chambre des communes. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, a signalé que dès que les libéraux ont créé cette brèche d'iniquité pour les aînés, il a recueilli une pétition de plus de 5000 noms de personnes de sa circonscription dénonçant cette situation. Aujourd'hui, la majorité de la Chambre des communes s'est clairement prononcée contre le principe de 2 classes d'aînés. Seuls les libéraux qui ont eux-mêmes créé cette injustice l'ont rejeté. Au cours de l'été, Sébastien Lemire a effectué de nombreuses consultations auprès des aînés. Avec l'inflation, notamment la hausse du coût des logements et la nourriture, les difficultés financières vécues par les retraités et les aînés les rendent encore plus vulnérables. Ceux et celles qui ont bâti la société d'aujourd'hui méritent de meilleures conditions de vie. Selon M. Lemire, ce projet de loi répare une injustice et sera une aide salutaire pour certains aînés. Ce sera un premier pas, mais il continuera de travailler pour qu'Ottawa réponde aux besoins des personnes aînées. Combattre les préjugés associés à la pauvreté demeure l'un des plus gros défis à relever afin d'assurer de meilleurs services pour les moins bien fortunés. C'est l'un des constats qui s'est dégagé du Forum sur la pauvreté organisé par la Table d'action contre la pauvreté d'Abitibi-Témiscamingue qui s'est déroulé le 17 octobre au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Christian Milot, coordonnateur du regroupement Éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité organisateur du Forum, explique qu'on se rend compte que les préjugés envers les personnes pauvres sont ceux qui persistent le plus. Contrairement aux immigrants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les gens en situation de pauvreté continuent de vivre chaque jour des situations où ils sont blâmés pour leur propre statut.
Il suffit de trouver des solutions pour atténuer les problèmes liés à la pauvreté. Par exemple, comment les lois gouvernementales pourraient être modifiées afin de prendre en compte les personnes en situation de pauvreté ou encore comment est-ce que les groupes communautaires pourraient améliorer leurs services afin d'être encore plus efficaces. En tout, une cinquantaine de personnes, incluant des chercheurs, des travailleurs sociaux et des prestataires d'assurance sociale, étaient sur place afin de parler de la situation encore plus alarmante depuis l'augmentation du coût de la vie et la rareté des logements dans la région. La réalité est que les gens qui ont déjà un emploi doivent maintenant aller dans les banques alimentaires car ils n'arrivent plus à se nourrir malgré qu'ils détiennent un emploi. Alors imaginez maintenant ce qu'une personne en situation de pauvreté doit faire pour s'en sortir alors qu'elle n'a même pas un revenu tiré d'un travail. Il s'agit ici de faire un constat honnête de la situation et trouver des solutions pour aider ces gens. Le Forum a par ailleurs organisé un Vox Pop afin que les gens en situation de pauvreté puissent se faire entendre. Les commentaires recueillis seront ensuite encapsulés sous forme de vidéos pour servir de témoignage auprès des divers organismes de lutte à la pauvreté. Toujours selon le REPAC, il y aurait environ 4 à 5 % de la population régionale qui bénéficie de l'assurance sociale, sans compter les travailleurs qui détiennent un emploi, mais qui demeurent dans une situation économique très précaire. L'inflation et le coût de la vie causent deux enjeux majeurs en région depuis les 15 dernières années, soit ceux de la pénurie de main-d'œuvre et le manque de logement. Le gouvernement fédéral n'a pas investi dans le logement depuis une vingtaine d'années et ça le rattrape. Il a proposé une sanction au projet de loi C-19 qui permet de lutter contre la hausse du coût de la vie. Il a pris deux mesures pour y faire face. La première est d'enlever la TPS sur la construction de logements locatifs. La deuxième mesure est d'augmenter la concurrence au Canada. À ce jour, le coût de la vie est élevé dû au carburant qui a explosé et que le réseau de distribution abuse pour garder plus de profit dans ses poches. Pendant ce temps, les producteurs agricoles et les transformateurs font moins d'argent et le consommateur écope de cette hausse de prix, dénonce Sébastien Lemire, député du Bloc québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Il explique que revenir dans une économie dans laquelle on produit localement, on fait des circuits courts, on mise sur nos achats, on va être capable de générer de l'emploi et offrir des emplois stables avec le temps. On a laissé aller des choses, on vit les effets pervers de ça. Le coût de la vie est élevé car plusieurs entreprises s'en mettent dans les poches, affirme le député. Le gouvernement subventionne des compagnies pétrolières et les banques augmentent les taux d'intérêt. Sébastien Lemire pense que la loi sur la concurrence va commencer à amener une plus grande égalité et un plus grand partage des richesses. Malgré la forte inflation des derniers mois, les Canadiens semblent déterminés à célébrer et à dépenser avant et pendant la prochaine période des fêtes selon un sondage léger publié mardi par le Conseil canadien du commerce de détail. Ce sondage indique que les répondants dépenseront la somme de 898 $ au cours des fêtes cette année, comparativement à celle de 782 $ relevée lors du sondage 2022. Les intentions d'achat des Québécois sont largement inférieures à cette moyenne nationale toutefois. Le Conseil croit que la forte moyenne canadienne illustre que les consommateurs ont des stratégies astucieuses pour dénicher les aubaines et qu'ils accordent une importance croissante à de grands événements promotionnels. L'achat de cadeaux représentera 80 % des dépenses moyennes de 898 $ prévues cette année. Pour y parvenir, malgré leurs préoccupations économiques, 88 % des Canadiens adopteront des tactiques de magasinage proactives, 52 % feront la chasse aux soldes et 41 % feront du magasinage à l'avance. Parmi les répondants, 40 % entendent respecter du budget qu'ils auront préalablement fixé. De plus en plus de Canadiens attendent de pouvoir profiter d'aubaines au cours de certaines journées promotionnelles. En un an, les intentions d'achat lors du Vendredi fou bondissent de 28 % à 40 %
alors que celle du cyber lundi et de la cyber semaine augmente de 21 à 27 L'achat de vêtements se démarque en 2023, représentant 17 du budget des fêtes, suivi de près par les produits alimentaires et l'alcool, qui constituent 16 de ce budget. D'autre part, 45 des consommateurs sont tentés d'offrir des cartes cadeaux à leurs proches. D'ailleurs, le sondage indique que 37 des Canadiens préfèrent recevoir aux fêtes des cartes cadeaux plutôt que des cadeaux traditionnels. Le sondage léger a aussi perçu une forte augmentation de l'achat local et du soutien des commerces locaux pendant la période des fêtes qui est passée depuis l'an dernier de 74 à 82 Les dépenses des Québécois pourraient être bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 898 le sondage évoquant une somme de 663 Une forte proportion de Canadiens ne croient pas à une paix durable en Israël. Un peu plus de la moitié des personnes qui ont participé au sondage mené par la firme Léger ont indiqué qu'ils ne croient pas qu'une paix durable soit possible comparativement à moins d'une cinquième qui est bon espoir qu'une solution pacifique pourra être trouvée. Les Québécois sont encore moins optimistes par rapport à cette question si l'on se fie aux résultats du sondage, puisque 60 des répondants de la province ont estimé qu'il sera impossible d'en arriver à une paix durable dans la région. Léger a pondéré les réponses à son enquête en fonction de données statistiques démographiques, mais le sondage ne peut avoir de marge d'erreur car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme ayant de véritables échantillons aléatoires. Près des 2/3 des personnes interrogées ont déclaré suivre de tout près ou d'assez près les événements qui se passent en Israël et près de la moitié ont indiqué avoir une bonne compréhension du conflit. Le premier ministre Justin Trudeau a appelé Israël, l'Égypte et d'autres pays à autoriser que de l'aide soit acheminée à Gaza, où les habitants sont privés d'approvisionnement et d'électricité depuis plus d'une semaine. Le Canada a aidé plus de 1400 de ses citoyens et résidents permanents à quitter Israël à bord de vols militaires, bien qu'il ait été plus difficile de faire sortir les Canadiens coincés dans la bande de Gaza ou dans le territoire palestinien connu sous le nom de Cisjordanie. Le sondage de Léger a permis de révéler que 71 des personnes interrogées ont soutenu la décision du Canada d'aider les gens à évacuer, même si moins de personnes, 57 ont estimé qu'il est de la responsabilité du Canada de repatrier ses citoyens de la zone de conflit. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Joyeux Halloween à tous et surtout, passez une belle soirée en toute sécurité. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.